Imaginez un royaume en Afrique de l'Ouest, fort et fier, s'élevant au milieu d'une mer de verdure. Il s'agit du royaume du Dahomey, plus tard connu sous le nom de Bénin, au XVIIIe siècle. Gouverné par de puissants rois, le Dahomey était réputé pour ses guerriers féroces et son commerce florissant. Le royaume prospérait grâce à l'échange de biens tels que l'ivoire et l'or. Cependant, un nouveau commerce inquiétant émergea. Un commerce qui allait jeter une ombre sur l'avenir du Dahomey, la traite transatlantique des esclaves. Les puissances européennes, avides de main-d'œuvre pour alimenter leurs colonies des Amériques, débarquèrent sur les côtes du Dahomey. Elles offraient des biens alléchants en échange d'une seule chose, des êtres humains. Cela plaça les rois du Dahomey devant un choix difficile. Devaient-ils s'engager dans ce commerce, conscients des souffrances qu'il engendrerait? Ou devaient-ils résister, au risque de compromettre la force et la prospérité de leur royaume? Ces questions allaient façonner le destin du Dahomey pour les générations à venir. Le roi Agadja, un souverain d'une grande ambition et d'une grande clairvoyance, accéda au trône du Dahomey en 1708. Il hérita d'un royaume pris au piège de la traite négrière. Agadja, cependant, nourrissait une vision différente pour son peuple. Il rêvait d'un Dahomey libre de toute influence européenne, une terre où son peuple pourrait prospérer grâce à son propre travail et à son propre commerce. Pour y parvenir, Agadja savait qu'il devait limiter la dépendance du Dahomey vis-à-vis des Européens. Agadja comprenait les dangers d'une dépendance excessive à la traite négrière. Il avait été témoin direct de la façon dont elle pouvait corrompre et diviser son peuple. Il avait vu des familles déchirées et des communautés brisées par la soif insatiable de cargaison humaine. Agadja croyait que la véritable force ne résidait pas dans la vente de son propre peuple, mais dans la construction d'un royaume autosuffisant et indépendant. Il chercha d'autres moyens de générer des richesses pour le Dahomey, investissant dans l'agriculture et l'artisanat local. La détermination d'Agadja à résister à la traite négrière fut bientôt mise à l'épreuve. Le Dahomey se retrouva pris dans une lutte de pouvoir avec un royaume voisin, Ouida, qui avait embrassé la traite négrière et s'était enrichi grâce à elle. Ouida, sous la protection des Européens, représentait une menace directe pour la sécurité et l'indépendance du Dahomey. En 1727, Agadja prit une décision fatidique. Il lança une audacieuse conquête d'Ouida, visant à briser son emprise sur la côte et à contrôler les flux commerciaux. La victoire d'Agadja fut rapide et décisive. Le Dahomey contrôlait désormais les ports côtiers cruciaux, lui donnant un accès direct aux marchands européens et à leurs marchandises. Cette victoire, cependant, eut un prix élevé. Agadja se retrouva aux commandes du commerce même qu'il avait cherché à éviter. Les commerçants européens, désireux de poursuivre leurs activités, le pressèrent de s'engager dans la traite négrière. Ils lui offrirent richesses, armes et soutien politique en échange de captifs humains. Agadja fit face à un dilemme déchirant. Devait-il compromettre ses idéaux pour la sécurité et la prospérité de son royaume? Le roi Agadja, malgré ses réserves initiales, décida finalement de s'engager dans la traite transatlantique des esclaves. Il se justifia en disant qu'en contrôlant le commerce, il pourrait en limiter les pires excès et utiliser les profits pour renforcer le Dahomey. Il imposa des taxes et des réglementations aux commerçants européens, tentant d'exercer un certain contrôle. Sous Agadja et ses successeurs, le Dahomey prospéra. Le royaume s'enrichit. Ses armées devinrent encore plus formidables et son influence s'étendit bien au-delà de ses frontières. Cependant, cette prospérité eut un coût moral élevé. La traite négrière jeta une ombre sombre sur le Dahomey. Les raids et les guerres pour capturer des esclaves devinrent plus fréquents, répandant la peur et l'instabilité dans toute la région. Les familles vivaient dans la crainte constante d'être déchirées. Le tissu même de la société commença à se déliter à mesure que la confiance s'érodait et que les communautés se retournaient les unes contre les autres par appât du gain. Malgré les tentatives d'Agadja pour réglementer le commerce, sa brutalité inhérente ne put être contenue. Section 5. Le plaidoyer d'une mère. L'opposition de la reine Huanjile. Au sein de la cour royale du Dahomey, une puissante voix dissidente s'est élevée contre la traite des esclaves. La reine-mère Huanjile. En tant que mère du roi Tekbesu, successeur d'Agadja, Huanjile occupait une position de grande influence et de respect. Elle utilisa sa tribune
pour dénoncer les horreurs de la traite, arguant qu'elle allait à l'encontre des valeurs fondamentales de leur peuple. Wangile croyait que la véritable force résidait dans l'unité et la compassion, et non dans le profit tiré de la souffrance d'autrui. Les arguments de Wangile ont trouvé un écho favorable auprès de nombreuses personnes au sein du royaume. Elle leur a rappelé l'humanité qu'ils partageaient avec ceux qui étaient réduits en esclavage, soulignant les liens familiaux et communautaires qui étaient brisés. Elle a fait appel à leur sens de la justice, remettant en question la moralité de s'enrichir aux dépens de la liberté d'autrui. L'opposition de Wangile, bien que courageuse, se heurta à une forte résistance de la part de ceux qui profitèrent de la traite des esclaves. Section 6. La cour royale divisée, une bataille pour l'âme du Bénin. Le débat sur la traite négrière divisa la cour royale du Dahomey. D'un côté, se trouvaient ceux qui, comme le roi Tekbessou, la considéraient comme un mal nécessaire, une source de richesse et de puissance essentielle à la survie du royaume. Ils arguaient que le Dahomey n'avait pas d'autre choix que de participer à la traite s'il voulait rivaliser avec les autres royaumes africains et résister à l'empiètement européen. Ils mettaient en avant la prospérité du royaume comme preuve des avantages de la traite. De l'autre côté se tenait la reine-mère Wangile et ses partisans, qui condamnaient la traite comme moralement répréhensible et finalement autodestructrice. Ils soutenaient que le véritable coût de la traite, l'érosion des valeurs du Dahomey, la fracturation de sa société et les souffrances infligées à son peuple dépassaient de loin tout gain à court terme. Le débat fit rage, reflétant une lutte fondamentale au sein de l'âme du Dahomey. Section 7. Le prix du pouvoir. Le déclin d'un royaume. Malgré les plaidoyers passionnés de la reine-mère Wangile, la traite négrière continua de projeter sa longue ombre sur le Dahomey. Les rois successifs, attirés par l'attrait de la richesse et du pouvoir, restèrent impliqués dans la traite. Le royaume devint de plus en plus militarisé, son économie de plus en plus dépendante de la vente d'êtres humains. Cependant, les fondements mêmes du pouvoir du Dahomey furent progressivement érodés par les effets corrosifs de la traite négrière. Les guerres et les raids constants pour capturer des esclaves dévastèrent les régions voisines, créant un climat de peur et d'instabilité. Le tissu social du Dahomey lui-même commença à se détériorer à mesure que la confiance entre les communautés se brisait. La dépendance du royaume à l'égard des biens européens étouffa également les industries et l'innovation locale. À la fin du XVIIIe siècle, le Dahomey, autrefois un royaume dynamique et autonome, était devenu de plus en plus dépendant de la traite négrière, son économie et sa société étant déformées par son influence corrosive. Section 8. L'héritage de Guézo. Affronter les fantômes du passé. Au XIXe siècle, le roi Guézo accéda au trône du Dahomey. Il hérita d'un royaume aux prises avec l'héritage de la traite négrière. À cette époque, la traite transatlantique des esclaves commençait à décliner, car les nations européennes, confrontées à la pression croissante des mouvements abolitionnistes, commencèrent à l'interdire. Guézo, reconnaissant la nécessité de diversifier l'économie du Dahomey, tenta de réduire la dépendance du royaume à l'égard de la traite négrière. Guézo encouragea la culture de l'huile de palme et d'autres produits agricoles, cherchant à établir de nouvelles voies commerciales avec les Européens. Il tenta également de réformer l'armée dahoméenne en réduisant sa dépendance à l'égard des soldats esclaves. Cependant, les efforts de Guézo pour se libérer de l'héritage de la traite négrière s'avérèrent difficiles. L'économie et les structures sociales du royaume étaient profondément ancrées dans la traite, ce qui rendait difficile la transition complète vers d'autres formes de commerce. Section 9. Les échos du passé. Le long chemin du Bénin vers la guérison. Le royaume du Dahomey, plus tard connu sous le nom de Bénin, portera à jamais les cicatrices de son implication dans la traite transatlantique des esclaves. La traite a laissé une marque indélébile sur l'histoire du Bénin, façonnant son économie, sa société et ses relations avec le reste du monde. Les descendants de ceux qui ont été réduits en esclavage et de ceux qui ont profité de la traite continuent de se débattre avec cet héritage. Aujourd'hui, le Bénin est une nation engagée sur la voie de la guérison et de la réconciliation. Il est confronté au chapitre douloureux de son passé, reconnaissant les torts commis et honorant la mémoire de ceux qui ont souffert. Par l'éducation, le dialogue et le souvenir, le Bénin s'efforce de construire un avenir où les échos de la traite négrière ne hanteront plus son présent. C'est un rappel que le passé, bien que douloureux, peut servir de leçon puissante pour le présent, nous guidant vers un monde plus juste et plus compatissant.